Bonjour, bonjour, chère Caroline. Euh, je suis très heureuse de te recevoir ce soir, peut-être parce que tu proposes une approche tout à fait singulière dans la communauté astrologique, en initiant un lien entre le savoir hellénistique et les connaissances archétypales jungiennes. Alors, c'est sûr que on peut se poser la question, comment tu as pu tisser un lien entre ces deux approches? Je te remercie beaucoup de me recevoir. Moi, j'imagine un peu, tu sais, comme un arbre. Je me dis, les racines hellénistiques, c'est la structure, c'est nos racines. C'est, au point de vue technique, quelque chose qui va vraiment remettre la place à la géométrie. Il y a vraiment une géométrie dans l'organisation du zodiaque. Et c'est vrai par contre que si on lit les textes hellénistiques, les interprétations qui sont faites de la géométrie, notamment sur Vénus, donc c'est peut-être ça, en étant assez vénusienne, qui m'a un peu tiltée et m'a amenée à peut-être trouver d'autres interprétations, parce qu'on voit le biais de l'époque, entre guillemets, on voit que ça répond à un contexte politique, sociologique. Hein. Mais je trouvais qu'au niveau, par exemple, de la technique, notamment l'idée des seigneurs du temps, hein, ou des régents du temps qui vont marquer une qualité du temps qu'on va retrouver dans les profections annuelles, la libération zodiacale, finalement, ça va quand même nous donner, par exemple, si Vénus est la planète qui va régir notre année, faire le lien ensuite avec l'image archétypale de Vénus d'un point de vue plus jungien, pour élargir, que ce soit au travers de la mythologie et du symbolisme, pour quand même qualifier le temps avec une technique ancienne, mais vraiment ouvrir les possibles et pas enfermer dans une interprétation Vénus le mariage ou Vénus la valeur. Je trouvais que ça permettait d'enrichir, et peut-être que c'est aussi le lien à notre époque, où depuis qu'on a découvert Pluton, où il y a tout ce travail intérieur, et de vouloir toujours voir l'ombre et la lumière, et faire dialoguer l'extérieur et l'intérieur peut-être. Mm. Oui, c'est très bien de repenser la géométrie sacrée Oui, qui a été à l'origine de l'astrologie oui, et de la recontextualiser par rapport à l'époque où nous vivons, qui est une époque où on a découvert le royaume de l'inconscient, où Jung et exactement. Freud, et Jung principalement, ont remodélisé quand même la façon de concevoir nos archétypes planétaires. Alors, c'est vrai que tu as sans doute beaucoup lu Jung, Ma vie de Jung, et peut-être as-tu aussi lu des livres de James Hillman. On en Oui, parlait un peu ensemble. oui. Et alors, j'avoue avoir un livre de chevet qui est toujours le même, qui est Le Code caché de votre destin. Est-ce que tu ne trouves pas que ce livre est tout à fait remarquable? Oui, moi, ça m'a beaucoup parlé aussi. Justement, tu vois, ça fait des liens avec l'astrologie ancienne, puisque j'ai une fascination Tout à que fait, j'explore, hein, en termes de recherche, en lien avec cette idée de l'appel du daimon. Donc, tout c'est à cet fait. appel à l'intérieur de nous, hein, qui peut justement même se manifester malgré des situations difficiles, ou nous présenter des situations difficiles qui nous obligent à trouver ce daimon. Et la présence du daimon, on la retrouve beaucoup dans les termes de l'astrologie ancienne, parce que l'agathos daimon, qui est parfois associé, ou là où Jupiter a sa joie, en maison 11, le Kakos daimon, qui est la maison 12, le bon daimon. Et il y a d'ailleurs différentes façons de voir le daimon chez les anciens, où cette idée que de trouver notre daimon dans notre thème. Alors, c'est des calculs, malheureusement, où tous les textes, je crois, ne sont pas parvenus, hein, mais il y avait cette idée que de trouver son daimon, c'est basé, je crois, que sur le néoplatonicisme, hein, de se libérer de son thème aussi, par ce calcul, hein, par Porphyre, qui était disciple de Plotin. Et c'est des choses qui sont, je trouve, fascinantes, parce que ça lie la philosophie, la géométrie, et puis aussi tout ce qu'a permis aussi James Hillman, Oui. aussi en lien avec l'aspect beaucoup plus archétypal. Et puis James Hillman aussi, je trouve, remet vraiment au centre cette idée que nos névroses actuelles, même si c'est aussi Jung qui le dit, c'est des dieux qu'on a oublié d'honorer. Tout Hein. à fait, Mm, tout à fait. Et c'est là-dessus où je voulais t'amener, peut-être mm, parce que les épreuves de notre enfance ne sont pas des névroses qu'il faut, mais sont peut-être effectivement des dieux oubliés et sont peut-être les épreuves dont notre âme avait besoin pour modéliser le mm. projet de sa vie, pour faire éclore le sens de sa vie, sa vocation d'être. Et j'ai envie de te poser une question très indiscrète. Qu'est-ce qui, dans ta vie et dans ton enfance, t'a ouvert le chemin des étoiles?
C'est pas Oui, c'est indiscret, c'est une question qu'on peut non, non, poser à un c'est non, non, astrologue. c'est bien sûr. Bah, je pense que j'avais une expérience que j'avais petite quand je revenais avec mon cartable sur le chemin de l'école et il devait être 5h30, 6h, donc le moment où il fait quand même un peu nuit et on commence à avoir les premières étoiles et j'avais un sentiment des fois que la vie rentrait ici et que j'étais connectée au grand tout et je me rappelle encore la route, hein, j'habitais en région, en campagne lyonnaise et je courais chez moi tellement j'étais contente de cette reliance justement au moment de cet entre-deux. J'ai toujours beaucoup aimé le moment où voilà, les étoiles apparaissent et puis le jour se lève aussi, hein, et il reste parfois Vénus ou Mercure visible ou la Lune. Donc je pense que ça a été la première trace comme ça de sentir ces expériences de connexion au grand tout et de grande joie que donne, je trouve, des fois la lecture astrologique, malgré les choses difficiles de se sentir relié aux autres, aux thèmes, aux Eh oui. planètes. Enfin, il y a une grande reliance qui donne beaucoup de joie. Oui, oui. Mm. C'est très beau ce que tu dis dans ce passage du jour à la nuit qui est l'heure Mm. bleue, tu vois, où Oui. tout d'un coup l'atmosphère se name de bleu, Mm. ça a donné le parfum l'heure bleue, mais Oui. ça a quelque chose de profondément initiatique. Donc c'est Oui. comme si l'astrologie était venue pour toi par le monde de la sensation. Je crois me Oui, souvenir que exactement. tu as tu, tu- ton signe solaire, c'est le taureau. Donc, c'est Oui. par la sensation, c'est par la sensation dans le plus grand raffinement de cette Oui. sensation d'être, du bonheur d'être sur Terre qui a fait de toi une astrologue, d'être Oui, sur c'est vrai. Terre et relié au ciel. Et ça, Mm. c'est vraiment, vraiment important. Et euh, tu as écrit un livre en Oui. 2022, un livre Astrologie et énergie féminine. Et Mm. ça m'intéresse beaucoup, où tu proposes une lecture astrologique des archétypes féminins, Oui. l'étude des déesses dans le thème natal. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, c'est alors c'est au travers des enseignements de Demetra George, hein, donc qui je crois que c'est dans les années 70 surtout qu'on a utilisé au début les astéroïdes. Et je me rappelle que j'avais découvert les astéroïdes dans un livre qui s'appelait La femme Shakti de Vicky Noble, qui est les premiers sur le chamanisme féminin, hein, où elle mentionnait justement les astéroïdes. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai cherché à les incorporer dans le thème avec cette idée où j'étais déjà fascinée par la mythologie et je me disais, tiens, quand il y a la Lune, il y a Vénus, il y a les mythes liés à Vénus, il y a les mythes liés à la Lune, mais je trouvais qu'au niveau des mythes féminins, c'était un peu limité, le thème. C'est très Et en juste, fait, oui. voilà, quand j'ai découvert que les astéroïdes permettaient toujours, la Lune reste le grand principe féminin, Vénus est son expression active, mais ça va être des facettes, on pourrait dire, d'utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus, hein, donc Vesta pour la régénération du soi, ce qui donnera l'archétype ou l'image archétypale de la prêtresse ou de la De gardienne la du feu Vesta, oui. sacré, Junon, la gardienne du lien ou des engagements, Cérès, la déesse mère, Pallas Athéna, tout ce qui est en lien aussi avec l'intelligence créatrice, l'image archétypale de l'Amazone. Bah, en plus, comme les astéroïdes, on a beaucoup utilisé les mythes pour les définir dans le thème. J'ai rencontré à la fois les mythologies, le féminin, les déesses, et puis je trouve que ça, c'est souvent juste aussi dans les interprétations, alors toujours en mettant quand même un honneur à la Lune, à Bien Vénus, aux sûr, bien sûr. différents aspects, mais ça vient vraiment compléter, hein, c'est pas du détail astrologique. Et puis justement, quand Demetra George a tenté de les repositionner dans la grammaire astrologique, et qu'elle s'est dit peut-être que les astéroïdes, bah, c'est comme les anciens daimons. Les daimons, c'était des intermédiaires entre le ciel et la terre. Ils étaient extrêmement nombreux. Les astéroïdes sont extrêmement nombreux, hein. Les déesses féminines, c'est les 4 premiers découverts. Bah, en fait, c'est ce rôle de liaison, un petit peu pour nous rappeler justement, tu vois, on voit le fil qu'on tisse avec James Hillman, cet appel, et ils sont Tout là à pour fait, nous tout rappeler à fait. quelque chose. Et j'ai trouvé que c'était un monde assez fascinant. J'ai placé l'astéroïde Young, qui est conjoint à mon Soleil et à mon Mercure. Euh, voilà, je trouvais qu'il y avait des choses assez fascinantes, toujours bien sûr en faisant attention de ne pas se perdre dans le détail, hein. C'est ça, Voilà, voilà, bien seulement penser que c'est pour qualifier la Lune, c'est pour voilà, qualifier Vénus, et c'est comme les prêtresses des rituels de passage lunaire ou oui, vénusien. Et, exactement. et là, j'ai envie de te demander, à ton avis, quelle est
la déesse dont nous avons le plus besoin dans ce monde Mm. où le chaos règne. Quelle est la déesse qui pourrait apporter un peu d'ordre ou apporter un message vraiment profond dans ce monde en souffrance? Enfin, dans Moi, ce monde en désorganisation plutôt. j'en verrai deux. J'en verrai une justement qui est Vesta. Alors Vesta, c'est vrai qu'on la connaît souvent chez les Grecs comme Hestia, hein, la gardienne du foyer. Mais ce qui m'avait été transmis par Démétrios, c'était aussi de remonter au mythe pré-hellénistique. Hein, donc, de regarder la filiation toujours de la déesse en lien avec les anciennes cultures. Et les Vestas remontent à ces prêtresses lunaires, hein, qu'on trouve notamment, on le disait, Les chez Esther Vestales. Harding, dans les mystères, voilà, de la femme qui était chargée de maintenir actif, hein, la puissance lunaire. Et je trouve que Vesta nous rappelle qu'il existe un espace à l'intérieur de soi qui est calme, qui est connecté, qui est présent, où le feu est allumé et quelque part, malgré tout le chaos, ce feu ne meurt jamais. Hein. Et donc, je trouve qu'on en a besoin en termes de centre, pour revenir au centre, là où on est tellement dispersé. Et puis, j'aurais aussi une envie alors là, peut-être parler ce qu'on pourrait appeler les déesses de l'ombre, c'est-à-dire toutes les rejetées de la mythologie, entre guillemets, les Circé, les Médées, les Gorgones, qui finalement étaient à l'aise là où on n'est plus du tout à l'aise dans notre société, dans l'ombre, dans accepter que tout se transforme, que tout est périssable, tout ce qui a été enfoui. Et je me dis, on en a besoin parce qu'on ne sait plus peut-être naviguer ces transitions actuellement et ces zones, Voilà, justement, un petit peu comme avant la nouvelle lune, ces 3 jours où il n'y a plus de lune, où on n'a plus de repères, bah, c'était les Hécates qui étaient là. c'était Hécate, c'était le lieu d'Hécate, oui. Cette déesse du rituel de passage qui allait passer de l'ombre à la lumière et on n'a Oui, plus ce chemin-là puisqu'on est dans un non, monde éclairé par la lumière extérieure, on est dans un monde guidé par la vitesse, on est dans oui, un monde où tout doit aller bien. Alors, et on ne connaît plus le processus de la métamorphose que ces déesses lunaires nous rappellent toutes en fait. oui. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Oui, parce qu'elles Et étaient proches de la magie et finalement au départ l'astrologie avait aussi, il y avait des rituels magiques, hein, puisque il y avait cette idée, je crois, avec les décans égyptiens, que si on trouvait le bon alignement entre l'étoile, la pierre et les plantes, oui, j'avais vu ça aussi, il y avait des talismans, hein, ils avaient vraiment des bagues pour faire descendre l'énergie des planètes et vraiment modifier aussi les choses, hein. Donc elles avaient cette capacité en connaissant, j'allais dire, les pouvoirs de la Lune ou certains rituels, de permettre la transformation de la oui, matière. c'était les déesses qui faisaient l'intermédiaire entre le monde Mm. céleste et le monde du tout humain. Oui, C'était voilà. peut-être leur rôle. Et, et c'est vraiment important. Mais peux-tu nous parler un peu de Lilith, qui est pour nous, dans le monde anglo-saxon, dans le monde Mm. en France, on a beaucoup travaillé la Lune noire avec Oui, Joël de oui. Gravelaine, avec Luc Biget, avec Jean Carteret. Et tu aurais une approche particulière de la Lune noire, Caroline? Mm. Non, moi, ce que j'ai trouvé intéressant à un moment donné, justement, c'est qu'il y a plusieurs points. Il y a notamment un astéroïde, Lilith, hein, euh, et, euh, et je trouve ça intéressant. J'avais été approchée par, si on place l'astéroïde, si on place les plusieurs lunes noires, soit de regarder les différentes étapes du voyage de Lilith, c'est-à-dire au début, sa rébellion contre le logos, c'est le principe masculin. Le moment aussi peut-être de l'exil, hein, quand elle est exilée sur la mer Rouge, hein, je me confonds toujours entre Oui, la où mer Rouge et la elle mer est Morte, tombée dans la où mer elle, Rouge, oui. où elle est tombée dans la mer Rouge, où on dit qu'elle s'engendre avec les démons, où Dieu essaye de la récupérer. Et puis la dernière phase, qui serait peut-être une phase peut-être d'alchimisation ou d'intégration justement de cette puissance. Donc je ne sais pas, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait modéliser pour voir si en plaçant les points qui évoquent Lilith, parce qu'il y a aussi quelque part Algol, hein, qui est l'œil de la méduse, mais qui renvoie aussi à cette force du féminin qui pétrifie. Enfin, je me dis, il y a plusieurs points quand même qui évoquent ça en astrologie. Donc, je me suis toujours demandé, j'ai toujours eu du mal avec Lilith chute par orgueil. J'ai jamais supporté ces interprétations, mais peut-être parce que moi-même je suis marquée par la lune noire à l'ascendant. Mais moi, je me dis, c'est un mystère. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est un lieu d'ambiguïté dans notre thème, un lieu du plus grand Un lieu désir et de la plus grande d'exigence peur. aussi.
et un lieu d'exigence. C'est un lieu d'exigence, d'exigence absolue. Si on prend par exemple le thème de Françoise Dolto, qui a cette lune noire si importante en maison 4, c'est la femme, la première femme psychanalyste, qui a parlé de sexualité féminine, qui a permis aux femmes de sortir de leur névrose Oui. et qui a amené beaucoup de bienfaits à l'humanité par Mm. justement ce mythe de Lilith. Oui, oui, et puis un lieu aussi de tellement d'absolu qu'on est déçu et qu'on préfère parfois, c'est ce que je crois disait Lynn Bell, hein, cette idée du non et l'exil, hein, la thématique de l'exil, mais qui est peut-être pas l'exil au sens forcément du pays lointain, mais s'exiler de nos contemporains ou de ce monde parce que on s'y reconnaît plus aussi. Mais Hein. c'est très juste ce que tu dis. Et si je reprends l'histoire de Françoise Dolto, c'est une femme qui a dit non à sa famille, mais Lune Noire en Maison 4, en disant non, je n'épouserai pas l'homme que vous voulez me faire épouser, au nom d'une exigence d'absolu qui est je veux euh, être psychanalyste. Et elle a payé le prix fort, puisque elle a été bannie de la famille, mais elle est devenue cette grande femme qui a été capable de sortir les enfants autistes, de décoder ce qu'était l'autisme, cette grande prêtresse de l'impensé généalogique. Et elle correspond bien au mythe de Lilith. Et il y a une deuxième chose Oui, sur lequel j'aimerais que tu nous emmènes, c'est nous parler peut-être maintenant de la grammaire de l'astrologie hellénistique, oui. puisque c'est une autre corde à ton arc. Par exemple, j'ai vu que tu avais fait tout un travail de réflexion sur les maisons astrologiques. Par Oui. exemple, la maison 2, la porte d'Hadès. Qu'est-ce que tu dirais autour de ça? Mais c'est l'idée en fait derrière que l'hypothèse, en tout cas, qu'on m'avait transmise, c'est que le voyage des maisons correspond au voyage du Soleil sur 24 heures, hein, et que la maison 2, bah, c'est avant justement l'ascendant, hein, si vous faites avancer le Oui, thème sur oui. 24 heures, hein, bien sûr. Et il y avait, je crois, dans les temps anciens, vraiment des portes d'Hadès, c'est-à-dire des portes de sortie des enfers. Donc c'est intéressant parce que la maison 8 est le lieu qu'ils appelaient sans vie, hein, donc le lieu des enfers. Et donc, on pouvait sortir par cette porte avant justement de se régénérer à l'ascendant. Je crois qu'il y a aussi quelque chose, donc je dois encore un peu plus approfondir en lien avec, ça vient des Égyptiens, parce que souvent on dit que le système de maison, l'origine, c'est les 36 décans égyptiens justement qui auraient donné ensuite le système de maison. Et puis après, il y a une autre aussi interprétation, c'est l'idée que la porte des enfers, ça évoque cette idée aussi de l'enchaînement, de s'enchaîner, et que les dettes dans les temps anciens étaient transmises de famille en famille et qu'on pouvait devenir esclave. Mais je trouve que c'est intéressant parce que même s'il y a un symbolisme ancien, on pourrait retrouver aussi une des significations liées à la maison 2 en termes de nos valeurs ou de ce qu'on est prêt aussi à faire justement pour se sentir en sécurité. Mais c'est vrai qu'une des grandes différences qui des fois peut un peu perturber l'astrologie hellénistique, c'est qu'il n'y a plus ce rapport maison 1 égale bélier égale Mars. Hein. Il y a vraiment cette idée que les planètes sont les étoiles errantes qui vont prendre l'énergie des constellations tropicales. Hein. Alors, il y a ce débat, on va peut-être pas rentrer là. Que le système du zodiaque est aussi un système d'organisation, c'est-à-dire c'est Mhm. pas seulement le descriptif de la personnalité, donc le bélier, l'indépendance, hein, que tous les signes de feu forment une triplicité, que tous les signes féminins forment un hexagone, donc on retrouve qui servent l'organisation du zodiaque, c'est-à-dire que les signes du zodiaque permettent une géométrie qui permet ensuite certaines techniques. Et ensuite, les planètes errantes vont se manifester sur Terre dans les maisons. Hein. Et par contre, le rapport, ça va être vraiment l'importance qu'en effet, il y a un lien, c'est-à-dire que le domicile céleste de Mars, c'est le bélier, c'est son domicile céleste masculin, et son domicile céleste féminin est le scorpion. Par contre, Mars a sa joie en maison 6, c'est-à-dire qu'il se réjouit dans cette maison. Mais il n'y a pas l'association avec Mars égale maison 1
Et la maison 1 va être interprétée en lien avec l'idée du souffle de vie, hein, c'est le lieu de l'incarnation. Elle va décrire la personnalité et elle va décrire même votre durée de vie. Bon, ça, c'est pas des calculs que je fais forcément parce que j'ai pas Oui, c'est forcément envie. Voilà. Mais donc voilà, il y a cette, c'est là la principale différence. Hein, c'est vraiment la suspension de l'association Maison 2 égale Taureau égale Vénus. Hein. Par contre, Vénus reste dans le domicile céleste du Taureau pour le féminin et la Balance pour le masculin. Il y a aussi les régences traditionnelles, surtout pour les techniques anciennes. Hein, c'est-à-dire qu'on continue à regarder Mars pour le Scorpion, Jupiter pour le Poisson. Donc, ça fait vraiment partie des grandes, j'allais dire, c'est la différence principale qui, des fois, voilà, demande un petit peu oui, à jongler. Hein. Et puis après, il y a un système de maison parfois différent, mais le système de maison, je trouve que j'ai vu que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Hein, il y en a qui disent c'est Alcabitus, d'autres le système de signe entier. Voilà, moi peut-être j'ai trop de balance ou je suis trop consensuelle. Je vois que c'est encore quelque chose où tout le monde n'est pas totalement d'accord. Donc oui. j'en soutiens plusieurs dans ma tête. Voilà. Ouais, mais ce qui est courageux, c'est d'essayer de revenir aux premiers écrits de Oui, l'astrologie pour voir sur quel oui, fondement repose oui. toute notre connaissance astrologique et les mettre Mm. au risque de nouvelles analyses. Et ça, c'est vraiment Exactement. nouveau et c'est là où ton travail est totalement singulier. Ton travail, Mm, la mm, singularité de ton approche, c'est à la fois revoir les bases de l'astrologie mm. et marier cela avec le langage du monde Ouais, contemporain et la pensée ouais. jungienne. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Et Oui, c'est pour ça que nous sommes très, très heureux de t'accueillir à Source. Tu merci viendras, beaucoup. tu proposeras une conférence le Mm, premier jeudi du mois de mhm. juin. Je ne sais pas, je Ouais. crois que c'est le 4 juin. Le premier jeudi du mois de juin. Et tu nous parleras. De quoi vas-tu Mm. parler, Caroline? Ah, bah, je crois qu'on hésite encore, non, entre... On hésite encore. On hésite encore. Donc, c'est Uranus en Gémeaux. Entre Voilà, c'est les... Uranus qui arrive en Gémeaux et voilà, mais on se laisse porter par le souffle aujourd'hui de Mm, cette conjonction Lune-Pluton au sextile de mm, mm. Neptune, Oui, soit des déesses féminines, soit de oui, l'astrologie hellénistique. Mais de toute façon, voilà. au mois de juin, tu parleras de l'un ou de l'autre et dans les rangs, et l'année prochaine, durant l'année, tu parleras de l'un ou de l'autre. Voilà. Voilà, Donc, il y a avec grand deux plaisir. Mm, sujets mm. sur lesquels on t'attend avec grand, grand plaisir. Revoir les fondements de l'astrologie Oui. en allant jusqu'au bout de l'astrologie hellénistique, et puis véritablement une nouvelle approche Mm. des déesses féminines. Voilà, Oui. ben, un grand, grand merci, Caroline, et au grand Oh, merci plaisir de beaucoup. t'accueillir à Mm. Source Merci beaucoup. mois de juin et l'année prochaine. À bientôt, Caroline. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Merci.